la même chose. Il arrive, c'est un grand black, il monte dans le train, il repère systématiquement si le train est plutôt vide. Il m'a menacé avec un couteau. Toujours la même victime, elles sont toujours isolées dans le compartiment. Il est là. Attention, il a son couteau. Là. L'hélicoptère vol commis sous la menace d'une arme. Ça ressemble à un couteau de Rambo. Sauf que c'est gigantesque, ça fait 50 cm de long. Ouais. Il voulait sûrement me tuer, c'est tout. On voit bien le vieux qui dit aux jeunes d'attendre, le vieux qui y va et qui va essayer de faire la poche de l'homme qui passe. Il lui a sorti son portefeuille. Police! On repère tous les touristes, à la montée ça monte, les sacs en avant, les mains dessous. Et ça essaye de nous faire les poches. Je l'avais dans ma poche, je ne l'ai pas sorti et j'ai vraiment bien senti. Ça vous arrive de prendre le métro sans payer? Tout à fait, ça m'est arrivé quelques fois. Ouais. Les gens s'abonnent à mon compte, ils m'envoient une information comme quoi ils ont vu des contrôleurs, et moi je la répète à toutes les personnes qui sont abonnées à moi, donc du coup ils peuvent avoir l'information en temps réel. Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation. Ce soir, je vous propose une enquête étonnante sur un sujet qui nous concerne tous, la sécurité dans les transports en commun. Pickpocket, bagarre, dégradation, selon un sondage récent, un voyageur sur deux se sent en insécurité dans les transports en commun. Il faut dire que l'année dernière, 11 000 faits de violence ont été commis, soit 30 agressions par jour. Dans certaines banlieues devenues des zones de non-droit, vous verrez notamment que les chauffeurs de bus n'ont pas toujours les moyens de lutter. À Paris et en Île-de-France, les services de police disposent d'une brigade spéciale, la brigade des réseaux ferrés. 1200 hommes qui opèrent en tenue ou en civil. Nous les avons suivis pas à pas sur le terrain dans leur quotidien. Quelles sont leurs méthodes de travail? Ont-ils les moyens de mener leur mission? Vol, agression, transport sous haute tension? C'est tout de suite dans Révélation. Ces policiers ne sont pas des policiers ordinaires. Si à 5 h du matin ils sont déjà en alerte, c'est parce que pour eux, c'est l'un des moments sensibles de la journée. Celui où dans le métro, les pickpockets s'attaquent aux passagers endormis. Les victimes potentielles, ce sont des gens qui se sont endormis sur les quais après des soirées souvent difficiles. Donc là, on va partir sur nos points d'accès habituels, je dirais, nos points de chasse habituels. En attendant que le vidéopatrouilleur à la salle nous communique ses premières informations, quoi. Le vidéopatrouilleur, c'est cet agent. Il est basé dans ce PC vidéo situé 20 mètres dans les sous-sols du métro. Installé dans une salle sécurisée, ce PC est relié aux centaines de caméras qui surveillent l'ensemble des couloirs et des quais du métro parisien. Et justement, le vidéopatrouilleur vient de repérer deux individus au comportement très suspect. Les deux de Bastille sont descendus à République. Deux jeunes viennent de sortir d'un wagon de queue. Ils se rapprochent d'un homme endormi sur le quai. L'un des suspects se dirige vers les caméras de surveillance, tandis que son complice s'assoit près du voyageur. Une proie facile qui est loin d'imaginer ce qui va lui arriver. L'opératrice est reliée en permanence à la brigade qui patrouille en surface. Elle leur donne le signalement précis des deux hommes. Il a un jean avec un trou au niveau du genou gauche, d'accord, et basket noir. Le deuxième, il a un blouson noir, d'accord, il a un jean et il a un sac à bandoulière. Ouais, il doit avoir un sweat à capuche gris dessous. Dans la voiture, l'agent en liaison avec le PC vidéo transmet à ses collègues. Deux hennas. Un, blouson noir à capuche, d'accord, ouais. L'autre, blouson noir, liseré blanc, sweat gris. Les deux suspects sont peut-être des pickpockets du métro. Des voleurs particulièrement méfiants, habitués à disparaître très vite une fois leur forfait commis. Les policiers doivent être prêts à réagir en quelques secondes. Mais ils ne peuvent intervenir qu'en flagrant délit. Il leur faut l'assurance que les pickpockets ont commis un vol. Impossible d'intervenir tant que l'agent basé au PC ne leur donnera pas le feu vert. Dans les sous-sols du métro, l'affaire commence à prendre tournure. Après un long moment d'hésitation, le suspect assis à côté de la personne endormie se lance enfin. Ouais, il est en train de palper là. Il est en train de palper. C'est le signal qu'attendait la brigade pour agir. Bastille, ligne 8, direction Ballard, deux hennas, un endormi, palpation. Il s'agit maintenant pour les policiers de se rendre le plus rapidement possible sur le secteur du vol pour arrêter les deux pickpockets. Le deuxième se rapproche, nous on va se rapprocher. C'est ceux qu'on a vus là-bas? C'est en queue de rame, tu confirmes? Viens, on se rapproche.
Apparemment, les voleurs sont toujours en plein travail. Les policiers doivent intervenir avant qu'ils ne disparaissent dans une rame du métro. Pickpocket, bagarre, incivilité et bus caillassés. Selon un sondage récent, un voyageur sur 2 se sent en insécurité dans les transports en commun aujourd'hui en France. En 2012, plus de 11 000 faits de violence ont été commis dans le métro et le RER, soit 30 agressions par jour. Lui est auteur de vol commis sous la menace d'une arme, voilà, d'extorsion sous la menace d'une arme, une arme à feu. Au premier rang de ces atteintes contre les personnes, les vols commis par des pickpockets. On voit bien le vieux qui dit aux jeunes d'attendre, le vieux qui y va et qui va essayer de faire la poche extérieure là, à droite de l'homme qui passe. Les services de la RATP et de la SNCF interviennent aussi sur des faits de violence commis avec des armes faites pour tuer. Ça ressemble à un couteau de Rambo, sauf que c'est gigantesque. Ça fait 50 cm de long. On ne sait jamais qui on a en face de nous. On ne sait pas s'ils n'ont pas un couteau, on ne sait pas s'ils ont un pistolet. Des actes parfois imprévisibles, comme sur cette vidéo où cet homme s'apprête à frapper une personne âgée avec une arme blanche. Il voulait sûrement me tuer, c'est tout. Des agressions souvent commises par des bandes organisées qui commettent de véritables raids dans les transports en commun. Ouais, demande de soutien rapide à la gare du Nord. Écartez-vous. Dans certaines banlieues, des secteurs entiers sont devenus des zones de non-droit que les chauffeurs de bus n'osent plus traverser. Pourquoi vous n'allez plus à l'intérieur du Lutz? On n'a pas envie de se faire on n'est pas des bêtes de boucherie, donc on n'y va pas. Pour mettre un frein à cette délinquance, les services de police sont organisés en équipes spécialisées. Ça envoie plusieurs plots en caoutchouc. En général, ça dissuade, ça fait mal. Châtelet, là, arme de poing. Pour ces agents mobilisés 24 heures sur 24, les caméras de surveillance du métro sont devenues de véritables GPS. Si l'individu descend à plusieurs stations, reprend différentes rames, effectivement, il peut passer sous une trentaine de caméras, je vais dire. Mais un autre fléau frappe aujourd'hui les transports en commun. 400 millions d'euros, c'est ce que coûte chaque année la fraude à la SNCF et la RATP. Le nombre de voyageurs sans ticket augmente, certains usagers n'hésitent même plus à assumer leurs pratiques frauduleuses au grand jour. Ça vous arrive de prendre le métro sans payer? Tout à fait, ça m'est arrivé quelques fois. Ouais. Certains utilisent de nouvelles applications smartphone pour échapper au contrôle. Les gens s'abonnent à mon compte, ils m'envoient une information comme quoi ils ont vu des contrôleurs, et moi je la répète à toutes les personnes qui sont abonnées à moi, donc du coup ils peuvent avoir l'information en temps réel. D'autres n'hésitent pas à aller beaucoup plus loin en créant de véritables mutuelles clandestines destinées à rembourser les amendes. Je vais trouver un pseudo, une adresse mail un petit peu plus confidentielle. Ouais. Pourquoi? Pas dire. Enfin, franchement, tuer. Enquête sur la délinquance dans les transports en commun. La brigade des réseaux ferrés est sur le point d'interpeller 2 pickpockets dans le métro parisien. Pour les policiers, il faut agir vite. Les 2 premiers qui ont palpé 2 fois sur Grand Boulevard, ils sont revenus, ils sont à République, ils sont revenus sur cette heure. Chaque seconde compte et peut être déterminante dans l'interpellation, car ces malfaiteurs ont l'habitude de rapidement disparaître une fois leur vol commis. Mais à la station Bastille, les voleurs ont déjà disparu. Sur le quai désert, il ne reste que la victime, toujours assise au même endroit. Ils vous ont rien volé, bonjour monsieur. Ils ont voulu? Ouais. D'accord. D'accord. Ok, donc on est avec le monsieur, ils ont essayé presque, mais ils n'ont pas réussi, le monsieur s'en est aperçu. D'accord, je te laisse sur eux. Ok, ça marche, on remonte. Merci monsieur, bonne journée à vous. Entre-temps, l'agent du PC vidéo vient de repérer un nouveau suspect, à la station Monceau cette fois-ci. Lui, il tourne à côté. Sur le quai presque désert, un pickpocket vient de repérer une proie potentielle. Un passager endormi qui ne voit rien de ce qui se passe autour de lui. J'ai un Nord-Africain qui passe là, sur mon dorme. Là, il palpe. Oh putain. Ouais, on voit bien qu'il lui a sorti son portefeuille. Immédiatement, l'alerte est donnée. Il ne faut pas perdre un instant. L'inconnu est déjà debout et s'apprête à disparaître dans une rame. Pour les policiers en surface, il va falloir cette fois effectuer une filature guidée par téléphone. Grâce aux caméras, la fonctionnaire du PC vidéo va servir de GPS à ses collègues. Elle vient de leur donner un signalement précis du pickpocket. Nord-Africain. Donc pantalon beige, blouson de quelle couleur? Kaki, c'est ça que tu m'as dit? Ok, kaki foncé, pantalon beige. L'inconnu a pris la direction de la station Nation. Les policiers doivent absolument arriver sur le quai avant qu'il ne descende de la rame pour pouvoir l'interpeller. Ligne 2, direction Nation, le mec il a pris, d'accord? Il a pris la rame. Donc la station d'après c'est quoi? C'est quoi? Villiers.
la station d'après c'est Villiers. Donc essaye d'anticiper sur une ou deux stations, on va le péter. Le chef de patrouille décide de mettre directement le cap vers la station Place de Clichy afin de prendre un maximum d'avance. Les mecs, faut le choper avant Saint-Lazare, fonce. Parce que Saint-Lazare, c'est une toile d'araignée. Hein. Tu peux pas faire arrêter la rame, non? C'est pas possible, c'est pas dans ta possibilité? D'accord, ok. Réponse négative de l'agent du PC vidéo. Impossible de demander au conducteur de stopper la rame en pleine voie pour laisser le temps aux policiers d'arriver. Il faut encore accélérer pour être sur place avant que le métro n'entre en station. On arrive à Place de Clichy. La rame est-elle arrivée à Place de Clichy? Pas encore, c'est bon. C'est bon les mecs, la rame va arriver. Individu foncé de peau, blouson kaki, pantalon beige. Le mec il a pris, c'est aussi. Allez-y les mecs. Coup de chance, la rame vient d'entrer en station. Les policiers ont demandé à leurs collègues du PC vidéo de contacter le conducteur pour lui dire d'immobiliser son train et de bloquer les portes pour empêcher toute fuite du voleur. Il faut maintenant identifier l'individu parmi les passagers. Attends, mais c'est pas vrai quoi, ça fait 2 fois qu'on passe devant. Ah, ouais, mais son truc, c'est un blouson court ou un blouson long? Parce qu'il y en a plein. Le pickpocket vient d'être repéré dans un wagon. C'est bon, on l'a. Le petit avec le blouson gris, la bouteille, on va le sortir lui. On va monter à Prisca. Prisca, je vais t'en montrer. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Attention, tyran, j'ai un doute sur moi. Tu vas me dire si c'est pigeon. C'est pas avec toi, hein. Regarde, c'est bon, affirmatif, clic-clac. C'est bon, tu vois. Deuxième. Et on en a. C'est bon, c'est confirmé pour lui. Ouais, attends, je regarde nos rames. Clic-clac, les mecs, clic-clac. Les deux, Sandrine. En plus de l'homme à la bouteille, un deuxième individu a été interpellé. Le chef de patrouille lui demande de se mettre face à la caméra de vidéosurveillance pour qu'il soit identifié par le poste. Regarde-le. Réponds-moi déjà pour le monsieur. Est-ce que c'est lui ou pas? Non, d'accord, monsieur n'a rien à voir. Ok, ça marche. Monsieur, au revoir, merci. Réponse négative du PC vidéo, l'homme est relâché. Menotté, le pickpocket est conduit au poste de police. Lors d'une première fouille dans le métro, rien n'a été retrouvé sur lui. Mais arrivé au commissariat, les policiers, par mesure de précaution, préfèrent s'assurer qu'il n'a pas tenté de cacher quelque chose dans la voiture. On a trouvé ça. Qu'est-ce que vous cherchez, Regarde s'il s'est pas délesté d'objets. Des fois, ça arrive. Des trucs qui auraient pu passer inaperçus à la palpation, puisque la palpation ne nous permet pas forcément de tout repérer. Et donc les gars se délaissent de divers objets comme ça pendant le transport. Vas-y. Donc il arrive fréquemment de trouver ou de l'argent ou des choses comme ça assez fines qu'on sent pas forcément à la palpation, quoi. Bonne pioche, les policiers finissent par trouver quelque chose. On a trouvé ça. Le pickpocket n'a apparemment volé qu'un ticket restaurant à sa victime. Un maigre butin. C'est ce qu'il a volé? Ça appartenait à la victime, donc c'est ce qu'il a volé. Voilà. 4,60 € de ticket restaurant. Mais aux caméras, donc a priori, le vidéopatrouilleur a repéré le vol, a constaté que la victime se faisait dérober son portefeuille. Les policiers ne parviendront pas à retrouver le portefeuille de la victime, dont le pickpocket s'est probablement débarrassé avant son arrestation. Mais le vol d'un simple ticket restaurant est suffisant pour déclencher une procédure. Voilà ce qu'on a de l'objet du vol, quoi. C'est maigre, mais ça nous suffit largement. Voilà. En matière judiciaire, le vol peut entraîner une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Comme ce vol a été commis dans les transports collectifs, cela constitue une circonstance aggravante qui peut augmenter cette peine de 4 ans. Les atteintes contre les usagers des transports sont de plus en plus fréquentes. Pour faire face à cette délinquance, la brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police de Paris dispose de 1200 hommes répartis dans différentes unités qui ont toutes leurs spécialités. On va faire l'appel. Parmi ces unités, la brigade anticriminalité est chargée des interpellations au flagrant délit. Un travail d'équipe qui demande une extrême mobilité de la part des fonctionnaires et une véritable organisation. Pour ces policiers, il faut voir sans être vu. Leur premier objectif est de se fondre dans la foule des voyageurs. On ne le sait pas toujours, mais il arrive souvent qu'un passager au look parfaitement banal soit un policier en pleine filature ou en repérage.
Vous grimez souvent, vous changez d'habit pour pas être reconnu, comment vous faites? On est obligé, ça dépend des secteurs. Ouais. Si on va sur le secteur de la défense, on va être plus en chaussures de ville, en costume. Si on va sur le secteur sur le nord de Paris, on va être un peu plus décontracté. La patrouille de 4 hommes vient de partir en chasse. Son objectif, repérer et interpeller les pickpockets qui pullulent sur certaines lignes. À peine arrivés dans le hall de la gare de Lyon, les policiers se séparent et disparaissent dans le flot des voyageurs. Ils sont reliés en permanence par téléphone. Allô, allô? Oui, je suis sur le terrain. Ouais. Quelques secondes plus tard, ils se retrouvent dans un wagon et font comme s'ils ne se connaissaient pas. Seule technique efficace pour surprendre les pickpockets en flagrant délit. Des voleurs qui savent qu'ils peuvent compter sur l'imprudence de nombreux usagers. Et justement, au pied d'un des policiers, un voyageur a posé sa sacoche d'où dépasse un portefeuille. Vous avez l'exemple d'un portefeuille qui n'est pas bien compliqué à prendre. Il suffit juste d'avoir une veste sur le bras ou un outil quand le monsieur va lever. Passer la main sur la veste et voilà, mettre la main dedans. C'est facile à faire. Alors que les policiers patrouillent, les caméras de surveillance enregistrent depuis quelques minutes le manège un peu bizarre d'un drôle d'individu. À la station Château-Rouge, un homme observe le va-et-vient des voyageurs à l'entrée du métro. Il guette l'arrivée d'un usager qu'il pourrait facilement détrousser. Là, c'est simplement le fait de profiter du passage des victimes au tripode. Et les victimes qui sont plus occupées à chercher leur titre de transport, à le valider, à passer le tourniquet, chose qui n'est pas évidente pour certains quand ils sont encombrés de bagages, de sacoches, etc. Et là, le voleur se colle derrière la victime et avec plus ou moins d'habileté, réussit à lui faire les poches, donc ce qui est plus accessible, les poches extérieures de manteau, avec un peu de chance, la poche derrière du jean. Le pickpocket vient de repérer sa proie. Un jeune homme qui entre dans la station avec des écouteurs sur les oreilles. Au moment où il passe le tourniquet, le voleur s'engage derrière lui et lui subtilise son téléphone. C'est seulement après avoir fait quelques pas que le jeune homme se rend compte qu'il vient d'être victime d'un vol. Le pickpocket a disparu. Il sort du métro. Mais une équipe de la BAC va intervenir. L'agent du PC vidéo vient de donner à ses collègues le signalement de l'individu. Il porte une doudoune et des chaussures de sport. Basket blanche. Les policiers ont repéré l'individu qui s'apprête à traverser une rue. Tout va très vite. En quelques secondes, le pickpocket est maîtrisé, puis menotté. Allez, lève-toi. Je t'en dis, je bouge pas, oui ou non? Lève-toi. Je t'en dis, c'est bon, je bouge pas. Reprends pas, je t'en dis, je bouge pas. C'est bon là, ta bouche un peu là. Ne parle pas comme ça. Conduit dans un premier temps dans un local de la RATP, le pickpocket est fouillé. Les policiers lui ont retiré ses menottes. L'individu profite alors d'un moment d'inattention des fonctionnaires pour avaler un médicament. T'as mis quoi dans ta bouche? T'as mis quoi dans ta bouche, je te dis? Crache. Crache. Crache en avant, crache en avant, crache. Crache. Crache que t'as mis dans ta bouche. Crache que t'as mis. Crache. Crache. J'ai rien, je pourrais cracher. Il a avalé. C'est pour toi. J'ai avalé un Rivotril. Rivotril, je l'avais dans la poche. Le Rivotril, un somnifère surpuissant qui risque de l'endormir et de compliquer le travail des policiers dans la garde à vue qui va suivre. Qu'est-ce qu'il s'est mis dans la bouche? Il a mis un cachet de Rivotril en fait. Le problème c'est que nous on est relativement vigilants par rapport à ça parce que des fois ils avalent pas que un cachet de Rivotril. Ils peuvent avaler des lames de rasoir ou des clés et ensuite ça ennuie les collègues qui traitent la procédure derrière. Durant son transfert au commissariat, les policiers ont pu obtenir des renseignements sur le pickpocket. L'homme a été arrêté quelques semaines plus tôt pour des faits similaires. Il habite dans le quartier de Barbès et prétend être totalement innocent du vol malgré la preuve accablante de la vidéo. T'es là pourquoi? Tu es là pourquoi? C'est chez moi, Barbès. Ça veut dire quoi? Je suis chez moi à Barbès, on fait ce qu'on veut à Barbès. Cela dit, ça t'autorise pas à voler à Barbès, à Château-Rouge, ça t'autorise à voler nulle part sur le territoire français. D'accord? À l'issue de sa garde à vue, le pickpocket sera condamné à une peine de prison avec sursis. Mais les voleurs du métro ne sont pas toujours des adultes aguerris capables de tenir tête aux policiers. Des pickpockets de plus en plus jeunes sévissent aujourd'hui dans les transports en commun. Ce sont souvent de très jeunes filles, les policiers les appellent les Amidovic.
Les amis de Vix, quand elles sont sur les quais et que la rame arrive à quai, elles scrutent les touristes, mais elles scrutent aussi l'intérieur des rames pour savoir si on est là ou pas. Fehim Hamidovic, un nom connu, celui du chef du réseau. Arrêté en 2010, ce Bosniaque a été condamné à 7 ans de prison. Mais depuis, d'autres chefs ont pris la relève et continuent à faire travailler les enfants. Et justement, les policiers viennent d'être appelés pour une tentative de vol à la station Hôtel de Ville. Une jeune Roumaine a tenté de dérober le portefeuille d'un voyageur. La victime, c'est ce touriste australien. Alors qu'il était debout dans un wagon, il ne s'est pas rendu compte que plusieurs jeunes filles se rapprochaient de lui. Quand je suis monté dans le wagon, j'ai senti quelqu'un qui palpait ma poche. C'était là qu'était mon portefeuille. Quand j'ai entendu l'annonce qu'il y avait des pickpockets et qu'il fallait faire attention, j'ai pris mon portefeuille et je l'ai mis dans mon sac. C'est une de ces filles? Oui, c'est une de ces gamines, mais difficile de dire laquelle. Les policiers ont interpellé le groupe de jeunes roumaines parmi lesquelles se trouve la pickpocket qui a tenté de dérober le portefeuille aux touristes. Toutes portent un sac en bandoulière qu'elles utilisent pour cacher leurs gestes quand elles approchent leurs mains de leur victime pour subtiliser leur portefeuille ou leur portable. Elles repèrent tous les touristes, à la montée ça monte, les sacs en avant, les mains dessous. Et ça essaye de travailler, d'ouvrir les poches. Le touriste australien a décidé de ne pas porter plainte. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de raccompagner les jeunes pickpockets jusqu'à la sortie et de les laisser repartir. Je veux plus vous revoir sur la ligne 1, ok? La traque aux petites voleuses est devenue une routine pour les policiers. Alors chez eux, pointe parfois un peu de lassitude. Vous avez quel âge ces jeunes filles? Selon elles ont toutes 12 ou 13 ans, pas plus. Mais bon, moi ça fait 4 ans que je suis à la BAC, ça fait 4 ans que je les vois avoir toujours 12 ou 13 ans et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc je pense qu'elles ont toujours un peu plus. Elles ont au moins 17-18 ans. Les jeunes voleuses connaissent bien la loi. Et si elles affirment toujours avoir moins de 13 ans, c'est parce qu'elles savent que jusqu'à cet âge, elles ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales et qu'elles seront relâchées systématiquement. Mais la journée n'est pas terminée pour les policiers. Moins d'une heure plus tard, ce sont cette fois 2 jeunes pickpockets roumains qu'ils interpellent à la station Chaussée d'Antin-Lafayette. Les 2 adolescents n'ont aucun papier d'identité sur eux. Les policiers leur demandent leur âge, tout en sachant pertinemment qu'ils ne leur diront pas la vérité. Quel âge? 12? T'as 12 ans, toi? Leur victime, c'est cette jeune femme. Les voleurs lui ont pris son téléphone portable dans sa poche alors qu'elle marchait dans les couloirs du métro. Vous arriviez de là? Oui, de là. En fait, ils étaient là, ils attendaient. Et quand vous êtes sortis vers nous... J'ai vu qu'ils m'ont gardé, mais je suis passée en vitesse et je l'avais dans ma poche, je ne l'ai pas sorti et j'ai vraiment bien senti. Pris sur le fait, les 2 ados sont conduits au poste de police. Même pour se rendre au commissariat, vous prenez même le métro? Oui, ça va plus vite que d'attendre un véhicule de conduite. Parfois, là, on va se rendre tout à côté. Ça sert à rien d'attendre un véhicule qui va être pris dans la circulation et tout. Donc, on prend le métro, eux, ils bougeront pas plus que ça. Et puis voilà, ça va plus vite. Juste pour un gain de temps, en fait. Si les policiers ont choisi d'utiliser le métro, c'est aussi parce que le trafic voyageur est calme à cette heure de la journée. En pleine heure d'affluence, ils n'auraient pas hésité à utiliser un véhicule du service. La victime a décidé de déposer plainte, mais sans papier d'identité, difficile pour les policiers d'établir l'âge exact des 2 jeunes Roumains. Ils n'ont pas de pièce d'identité et ils disent qu'ils ont 12 ans. Et ils disent être mineurs, donc après ils seront présentés certainement à un juge des enfants. Donc on verra bien. Dans votre expérience, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ils seront certainement suivis, ils vont bénéficier d'un suivi judiciaire et puis voilà. Ils seront relâchés? Peut-être, ou peut-être pas. On verra bien, ça va dépendre de leurs antécédents. Ils peuvent être placés en foyer si on n'arrive pas à contacter leurs parents, enfin voilà. Des jeunes Roms qui font les pickpockets comme eux, les policiers en interpellent tous les jours dans le métro parisien. Si dans la majorité des cas, les cibles des policiers sont de jeunes délinquants qui opposent rarement une grande résistance, il arrive aussi que les agents de la BRF soient confrontés à des individus beaucoup plus dangereux et imprévisibles. Comme par exemple, l'interpellation de l'auteur d'une agression sauvage qui s'est produite le jour de notre tournage, sous l'œil de nos caméras. Une interpellation, vous allez le voir, à laquelle les policiers n'étaient pas préparés. Gare du Nord, un quartier populaire de la capitale. Ici, à partir d'une certaine heure de la soirée, des jeunes souvent éméchés et un peu paumés
traînent sans but précis et se rassemblent aux alentours du parvis. Il est 22 h. Une équipe de la BAC du métro, contactée par le commissariat, vient de recevoir la consigne de se diriger vers le parvis de la gare. Un individu particulièrement violent traînerait dans le secteur. Il aurait déjà tenté de frapper quelqu'un avec une arme. Les nombreux témoins ont parlé d'un grand couteau. Il est là! Le gros à droite, attention, il a son couteau. C'est lui là, le gros. Le gros. Hop, bouge pas, police. Enlève la main. Police! Couche-toi! 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 Mets tes mains dans le dos, couche-toi! Mets tes mains dans le dos! Attention! Les policiers viennent de plaquer au sol un colosse au crâne rasé. Immédiatement, un attroupement s'est formé autour de la bagarre. Les hommes de la BAC ne sont que 3 et ne savent pas à qui ils ont affaire. Écartez-vous! Allongé à plat ventre, l'homme est fouillé. Les policiers savent qu'il cache une arme sous son blouson. Il est où? Ici, au-dessous. Ça. Au-dessous de moi. Écarte-toi, écarte-toi. Vas-y, tu le mets dans tu le mets avec toi. Les policiers viennent de mettre la main sur un sabre d'une 60aine de centimètres que le colosse vient d'utiliser pour frapper un passant. Ouais, demande de soutien rapide à Gare du Nord en extérieur face au McDonald's. C'est suite à une agression avec une arme blanche. La personne agressée, c'est cet homme qui porte une entaille au niveau de l'arcade sourcilière. C'est cool. C'est bon, monsieur, c'est bon. Je rentre. On s'écarte, oui, on s'écarte. Vite, on s'écarte. Alors que l'attroupement est disséminé par les gardiens de la paix, l'agresseur est conduit dans un local de la police dans le hall de la gare du Nord. Sur le trajet, il accuse la victime qu'il vient de frapper avec un sabre de lui avoir volé un sac. Putain, m'en vole mon sac. Dans la salle du commissariat, l'agresseur est installé sur un banc. Assise à quelques mètres en face de lui, la victime, qu'il vient de balafrer, attend pour témoigner. L'homme au sabre est d'origine polonaise, il parle très mal le français. Malgré la présence des policiers, il n'hésite pas à menacer celui qui l'a déjà agressé. Ok, moment. Adios amigos, moment. Excédé par les menaces du Polonais, un policier lui ordonne de se taire. Regarde-moi. Je veux plus t'entendre. Ok? Regarde-moi. Tu restes là. Pendant ce temps, la victime est interrogée par l'un des policiers. Racontez-moi un peu ce qui s'est passé dans les grandes lignes. C'est lui, il est parlé au la sac. Où la sac. C'est moi, il n'y a pas sac. C'est moi, drink une bouteille de vin, un collègue. Il n'y a pas de sac, nous connaissons lui. D'accord. Et vous êtes un peu bagarré et lui tout de suite il a sorti le couteau. Il a mis le couteau. Là, montre. Là sur le ventre aussi? Oui, là non, problème ici. Là, ici. Et là. Dans la salle d'à côté, l'un des policiers explique à son chef d'équipe le déroulement de l'agression. Il y a des témoins qui nous disent que l'agresseur est parti côté parvis. On le retrouve, on l'interpelle. Il avait encore le couteau, il continue à l'exhiber. Une fois qu'il l'avait rentré dans la ceinture, on l'a interpellé. Et la victime, elle est consciente, elle a une plaie une dizaine de centimètres sur le front. Vu la gravité des faits, l'agresseur doit être conduit au bureau central de la BAC pour être entendu. Direction l'Évangile, le surnom que les policiers ont donné à leur quartier général. La BAC 609 à bord de la TV 280 se rend à Évangile avec un interpellé. La situation est critique pour le Polonais. L'utilisation d'un sabre contre sa victime peut lui valoir une mise en examen pour violence volontaire avec arme. Tu te rends pas compte de l'acte qu'il a fait? Non, je pense pas. Hein. Pour lui, il a un papier soi-disant pour détenir son arme, donc bon, ça m'étonnerait. Hein. Au pire, il l'a acheté aujourd'hui et effectivement, sa facture fera office de. Il peut le transporter chez lui s'il l'a acheté, mais s'en servir, voilà. Il a tout faux. Un peu plus loin, dans un bureau, des policiers découvrent l'arme qui a servi à l'agression. Le fourreau du sabre est équipé de 2 étuis destinés à accueillir des couteaux de lancer. Ça, c'est super piquant. Rare de voir ce genre d'arme se promener. Comme ça, ouais. Exceptionnel, surtout que là, c'est vraiment piquant et dangereux. L'enquête démontrera que le sabre a été acheté dans une armurerie parisienne. Une arme que l'on peut détenir chez soi, mais que l'on ne peut en aucun cas transporter dans la rue.
Sorti de sa cellule, l'individu doit subir un test d'alcoolémie. Tu connais? Non. Ça, tu souffles dedans. Apparemment, l'homme sait qu'il a beaucoup bu. Il demande à pouvoir boire de l'eau. Il pense ainsi faire baisser le taux d'alcool dans son sang. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Mais après, t'en auras, c'est bon là. Ils vont pas donner. Je suis sûr qu'ils vont pas donner. Vas-y, mais c'est moi qui vais te Ça donner. fait depuis 30 minutes qu'ils me disent tu vas voir de l'eau. Allez, vas-y, souffle. C'est parti, vas-y, souffle. Souffle. Continue encore, continue. Stop, vas-y, c'est bon, arrête. 0. J'ai contrôle du 0, il me dit d'accord. Patienter. Ah ouais, d'accord, ok. Contrôle 0, ouais, non, 0. Mais l'appareil ne fonctionne pas. Dépité, le policier remet le test à plus tard. En attendant d'être placé en garde à vue, le Polonais est placé à l'isolement. Entre-temps, une deuxième victime est arrivée. Elle est d'origine roumaine et se trouvait juste à côté de la personne qui a été blessée à la tête. Prise à partie elle aussi, elle a évité un coup de sabre par miracle. Un traducteur est à ses côtés pour l'assister. Les policiers veulent savoir dans quelles circonstances précises l'agresseur a utilisé son arme afin de définir s'il y a eu ou non préméditation. Quand l'individu est arrivé devant lui, est-ce qu'il voit, il a l'intention de le taper, il le sort et il lui met un coup, ou est-ce qu'il l'avait déjà à la main, ou est-ce qu'il est arrivé, il l'avait déjà... Il a commencé à faire à gauche, à droite, et il m'a frappé. Il faisait plusieurs gestes en gros. Apparemment, l'agresseur a bien sorti délibérément son arme du fourreau pour frapper ses victimes. Il y a donc eu préméditation. L'enquête est en train de basculer. Les policiers ne sont plus face à un classique dossier d'agression, ils sont désormais confrontés à une affaire beaucoup plus grave. L'un des policiers contacte ses supérieurs par téléphone pour confirmer cette information qui a un sens capital. La mise en examen de l'agresseur pour violence volontaire avec arme pourrait être requalifiée en tentative d'homicide volontaire. L'homme risquerait alors la cour d'assises. Quelques minutes plus tard, le parquet fait connaître sa décision. Grande nouvelle, c'est requalifié par le parquet en tentative d'homicide volontaire. Donc voilà. Par contre, nous, sur notre présentation, on laisse en violence volontaire avec arme. Et c'est après que c'est requalifié par le parquet. Ok. Stéphane, c'est rare d'avoir des affaires de tentative d'homicide dans votre brigade à la BAC à la BAC, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. C'est pas tous les jours. Notre première mission, c'est surtout la lutte contre les vols. Donc ouais, tentative d'homicide volontaire, là, c'est moi pour ma part, c'est la première fois. Ça s'explique comment? La requalification des faits, parce qu'il a porté tout simplement un coup de sa machette directement au niveau du visage, donc c'est une partie létale. Donc le parquet estime que c'est une tentative d'homicide volontaire en fait. L'homme risque plusieurs années de prison. Compte tenu de la gravité des faits, les policiers vont devoir retourner sur le terrain pour obtenir de nouvelles informations destinées à compléter le dossier d'enquête. Bah là, en compagnie des enquêteurs, on va retourner sur les lieux des faits et ils vont essayer de recueillir, faire des constatations, des éventuelles traces de sang, retrouver des témoins s'il y en a encore. Et puis voilà, quoi, recueillir tous les indices nécessaires à l'enquête. Le policier va guider un collègue spécialisé dans les investigations de ce type. Il faut déterminer le lieu exact où a démarré l'altercation, définir l'itinéraire des différents protagonistes, relever la moindre trace, le moindre indice. C'est là. Mais la tâche s'annonce difficile. La bagarre s'est déroulée à l'extérieur de la gare et les conditions météo risquent de ne pas faciliter la tâche des policiers. On essaie de trouver des traces de sang dues au coup au coup qui a été porté avec l'arme, le sang de la victime, pour nous confirmer ne serait-ce que l'endroit à 100% des lieux de violence. Mais bon, malheureusement avec la pluie qui a eu lieu entre deux, il y a pas mal de traces qui ont pu être effacées. Donc on va relever un maximum de caméras aux alentours pour essayer d'avoir une visualisation de la scène par le biais des vidéos. Nous, dans le service de la BRF, on a cet avantage-là, c'est que tout le réseau est filmé, enfin du moins une bonne partie. Donc ça permet justement de venir confirmer les faits de la victime que l'auteur pourrait nier. Mais le travail des policiers ne s'arrête pas là. Il leur faut aussi prendre des repères très précis afin de pouvoir apporter un maximum d'éléments au magistrat qui sera chargé d'instruire l'affaire.
Donc maintenant on va faire quelques clichés photos pour monter un plan des lieux pour situer au maximum les lieux en cas de reconstitution si besoin et pour nécessiter de l'enquête selon les besoins du magistrat. Dernière tâche des enquêteurs, tenter de retrouver dans le quartier des témoins qui pourront compléter leurs informations. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je sais qu'il y avait quelqu'un d'ici tout à l'heure qui était là quand le monsieur il a pris un coup de sable là. C'était vous, je crois, qui était là. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Je sais pas, pendant le sortie, j'ai vu. Vous avez vu quoi, vous avez vu quoi à votre C'est un niveau? collègue à moi, ça. D'accord. Est-ce que ça vous dérange que je prenne vos coordonnées, monsieur? Si besoin, on vous appelle. C'est pas forcément... Montrer quelqu'un après, moi, j'ai trop rendez-vous pour moi. C'est ça. Moi, tout le temps ici... Oui, mais après, nous, personne ne saura que c'est vous. Hein. Ça restera juste pour nous. Hein. Vous ne demanderez pas de voir la personne. C'est d'accord, mais personne n'a... Non, mais ça reste entre nous. Hein. La personne ne saura pas que vous êtes venu. Hein. Voilà. Simplement, juste au cas où, s'il y a besoin, on vous appelle. Et puis, juste de votre ligne. Non, ils vous verront pas. Il n'y aura pas de tout ça. Non, mais il n'y a pas de problème. Je peux prendre vos coordonnées, monsieur, là, s'il vous plaît? Fort des éléments récupérés, les policiers vont pouvoir maintenant établir un dossier qui sera par la suite présenté au parquet. Face à des agressions de plus en plus nombreuses, les hommes de la brigade des réseaux ferrés ont été obligés de mettre en place des équipes spécialisées dans les interpellations difficiles. Depuis bientôt 10 ans, les unités d'appui des réseaux, les UAR, interviennent partout dans les transports en commun en Île-de-France. Elles sont composées de 80 policiers qui peuvent travailler soit en tenue, soit en civil, en fonction des missions. Il est 9 h du matin, 3 officiers des UAR sont en plein briefing. À l'ordre du jour, un gros gibier qui leur donne du fil à retordre et qui mobilise toute leur attention. La description de l'individu faite par les différents témoins qui l'a agressé est assez précise. Un homme grand, entre 1,90 m et 2 m, mince, toujours en vêtements de sport. On a son signalement, les quelques photos qu'on a sont celles-là, et on a le mode opératoire, voilà. Un mode opératoire toujours identique, presque un rituel. Toujours la même chose, il arrive, c'est un grand black, il monte dans le train, il repère systématiquement si le train est plutôt vide. Généralement, c'est toujours la même victime, elles sont toujours isolées dans le compartiment, il n'y a personne, pas de témoin. C'est dans le train. C'est dans le train. Après, il va au distributeur extérieur. Alors, il travaille la personne en sortant son arme de poing de sa petite sacoche en bandoulière. Il met en joue la personne. Alors que les policiers réfléchissent à la mise en place d'un dispositif pour localiser l'individu, le téléphone sonne sur le bureau du lieutenant Lemot. C'est quoi? C'est un grand black? C'est quoi? Ouais, par contre, c'est quoi? C'est avec une arme à feu? Avec un couteau? C'est quoi? Arme de poing, Châtelet? Un homme vient de commettre une agression à la station Châtelet. Il pourrait correspondre au signalement de l'individu recherché. Ok, ça marche. Les gars, Châtelet! Le mec serait sur Châtelet, sur la A. Châtelet, la A, arme de poing. Sur la A. Vous allez là-bas, vous mettez sur la A, vous partez, on vous donne les informations par téléphone. Il faut faire vite. Une équipe s'engouffre déjà dans les sous-sols du métro en direction du RER. Nous la suivons en caméra cachée. La rame en provenance de Châtelet vient d'entrer à la station Gare de Lyon. Déjà, des policiers en tenue sont présents sur place. Le suspect est immédiatement sorti du wagon. Un policier le plaque contre le mur pour éviter toute tentative de fuite. Mais après vérification, la personne interpellée ne correspond pas à l'individu recherché. Le voyageur est furieux d'avoir été arrêté manu militari. On ne se ressemble pas tous, monsieur. Regarde ma tête. Je travaille depuis longtemps. Regarde mes yeux. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps de me faire contrôler. Mais vous avez vu comment il a fait, monsieur? Je ne sais pas pourquoi on est là. Je sais que vous n'êtes pas là pour rien. Ça, je le sais. Mais ça va. Monsieur, je vous invite à prendre votre train. Ça va bien se passer. Vous faites votre train. Entre-temps, le service a pu récupérer les images de l'agression prises par les caméras de la SNCF. Les policiers se rendent dans un bureau de la BRF pour obtenir une description précise de l'agresseur. Sur une première vidéo, on voit très nettement la victime remonter du RER par les escalators. Alors donc là on a la victime, donc qui est une personne qui naît quand même en 1938, et là voilà on a l'agresseur qui est clairement avec le couteau en prise inversée, donc voilà, et qui va ensuite foncer une deuxième fois sur la personne âgée qui à ce moment-là hors caméra est déjà au sol et va lui porter un coup de couteau. L'agresseur semble parfaitement calme. Après s'en être pris au vieil homme, il disparaît tranquillement. Le train vient de passer, le temps qu'il s'arrête, l'individu est déjà en train de descendre. Sur une deuxième vidéo, l'agresseur vient de déboucher sur le quai. Il monte dans la rame et disparaît comme si de rien n'était.
Et là, il va se diriger dans la rame, il va monter. Par miracle, la victime n'a été que légèrement blessée. Après avoir été interrogée dans les locaux de la BRF, elle est conduite à l'Hôtel-Dieu pour un examen approfondi. Je cherchais pour prendre la ligne 1, pour aller au bazar de l'Hôtel de Ville. J'ai été bousculé, le monsieur est arrivé par derrière, il m'a bousculé. Après, je suis tombé, bien sûr, parce que je ne m'y attendais pas. Et il m'a menacé avec un couteau. Il a levé le couteau comme ça, il me menaçait. Vous avez frappé sans aucune raison? Sans aucune raison, il m'a pas causé rien du tout. Donc c'était même pas pour vous voler? Non, non, non. Il voulait sûrement me tuer, c'est tout. Et il a pris la fuite? Il a pris la fuite. Depuis cette affaire, l'agresseur n'a pas fait reparler de lui. Pour les policiers, il s'agirait d'un déséquilibré qui opérerait toujours en état de crise. Malgré son signalement, les hommes de la BRF n'ont toujours pas réussi à le localiser. Mais la journée n'est pas terminée pour les équipes de l'UAR. Les 3 fonctionnaires sont déjà repartis sur le terrain. Et vous allez voir que leur travail n'est pas seulement basé sur la filature et le flagrant délit, mais aussi sur l'observation et la mémorisation des visages. Et justement, ils viennent de repérer 3 jeunes pickpockets à la station de métro Barbès. Alors que nous filmons en caméra cachée, nous passons à moins d'1 mètre du premier pickpocket en doudoune bleu marine. Juste devant lui, son complice tente de repérer une future victime. Méfiants, les 2 adolescents se sont ravisés. L'un d'eux s'est assis sur un banc et semble regarder s'il n'est pas suivi. Pour ne pas être repérés, les 3 policiers sont montés dans la rame séparément. Ils attendent la fermeture des portes tout en continuant à repérer leur cible. Mais au lieu de monter dans le train, les pickpockets décident de quitter le quai. Ils se dirigent vers la sortie. Les policiers ont juste le temps de descendre de la rame pour ne pas les perdre de vue. La filature se poursuit dans les rues du 18e arrondissement. Mais au bout de quelques minutes, les jeunes voleurs s'engouffrent dans une rue piétonne et disparaissent parmi la foule. Les policiers décident de laisser tomber la filature et de reprendre leur patrouille dans les transports. 4 heures plus tard, il est 18 h. Avant leur retour au quartier général, les policiers effectuent un dernier repérage à la gare du Nord. Leur intuition va se révéler payante. Les jeunes pickpockets qu'ils avaient suivis dans la matinée ont refait surface. Vous vous souvenez des trotteurs qu'on a fait jusque dans la goutte d'or et tout ça? Ça va. D'accord, bon, c'est eux. C'est eux. Les 3 jeunes en question sont en plein travail. Ils viennent de dérober le téléphone portable d'une jeune femme. Les policiers décident de les interpeller. Dans un instant de révélation, vous assisterez à l'interpellation des pickpockets et à la réaction surprenante de la victime. Ça me fait mal au cœur de voir qu'ils sont aussi jeunes, mais vraiment, j'ai vraiment envie de porter plainte. Pas de dépôt de plainte, donc pas d'interpellation. On les relâche. Vous verrez aussi que des bandes très violentes sévissent dans les transports en commun, au grand désarroi de leurs conducteurs. On ne sait jamais qui on est en face de nous, on ne sait pas s'ils n'ont pas un couteau, on ne sait pas s'ils ont un pistolet, on ne sait pas s'ils n'ont pas une arme sur eux, quoi. Il est 18 h, 4 heures ont passé. Avant leur retour au quartier général, les policiers effectuent un dernier repérage à la gare du Nord. Leur intuition va se révéler payante. Les jeunes pickpockets qu'ils avaient suivis dans la matinée ont refait surface. Vous vous souvenez des trotteurs qu'on a fait jusque dans la goutte d'or et tout ça? Ça va. D'accord, bon, c'est eux. C'est eux. Les 3 jeunes en question sont en plein travail. Ils viennent de dérober le téléphone portable d'une jeune femme. Les policiers décident de les interpeller. L'interpellation s'est déroulée sans difficulté. Le plus âgé des pickpockets doit tout juste avoir 15 ans. Pour les policiers, ces gamins sont des habitués des lieux. Eh, vous nous saoulez, vous comprenez? Vous me saoulez. Les jeunes sont menottés, puis conduits au poste à l'intérieur de la gare du Nord. En fait, ce sont de vieilles connaissances pour les policiers qui les ont déjà arrêtés pour le même type de vol et qui commencent à en avoir assez de les voir traîner dans le secteur. Tu te souviens pas de moi? Non? Te conosco. La dernière fois, on vous avait dit de ne pas traîner dans la gare. Je comprends pas. Tu peux toujours parler. Ceux-là, c'est la deuxième fois qu'on les voit travailler, en fait. Bon, heureusement pour nous, ils nous ont pas reconnus. Mais sont des habitués débutants, on va dire. Et qu'est-ce qui va leur arriver?
Ça peut être la garde à vue, ça peut être pas mal de choses. Seulement voilà, la victime qui vient d'arriver au commissariat ne va pas tarder à contrecarrer les pronostics des policiers. La jeune femme a décidé de ne pas porter plainte contre ces jeunes agresseurs. Elle a pu récupérer son téléphone et estime qu'il est inutile d'aller plus loin. Ça me fait mal au cœur de voir qu'ils sont aussi jeunes, mais vraiment, j'ai vraiment pas envie de porter plainte. Franchement, ça me fait super mal au cœur. Ouais, moi, je sais, hein, c'est des pickpockets professionnels, mais voilà. Sans plainte, impossible de poursuivre les délinquants. Le travail des fonctionnaires n'aurait dans ce cas-là servi à rien. Les policiers tentent de convaincre la jeune femme de changer d'avis. Le souci avec la justice, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, ils sont libres. Vous comprenez? Oui, je comprends tout à fait, mais je vous avoue. Ils sont libres de recommencer. Sur n'importe qui, que ce soit personne âgée, jeune, je sais femme bien, enceinte, je sais etc. bien, je suis désolée. Est-ce que ça vous fait mal au cœur par contre pour tous les gens qui vont se faire voler, qui n'en rendront pas compte? Franchement, j'y pense pas. Mais non, mais attendez, on va pas commencer. Désolée, hein, mais c'est voilà, c'est. Comme vous voulez. Et bon. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de prendre en compte la décision de la victime. Une décision confirmée par leur hiérarchie qui les contacte par téléphone. Chapeau, on les relâche. Ok, bon. Même si nous, on a vu toute la scène. Bon, écoute. C'est pas grave. Ça va. Ouais. Une décision finale? Ben, on est dégoûté. Obligé de relâcher les individus vu que la victime n'a pas souhaité déposer plainte. Pas de dépôt de plainte, donc pas d'interpellation. On les relâche. Donc là, ils vont partir. Ah bah là, ils vont repartir voler, réussir de voler sur une victime qui s'en apercevra pas et qui, elle, sera bien malheureuse qu'ils aient pas été interpellés plus tôt, parce que ça leur aura évité de revoler un téléphone ou un portefeuille ou autre chose. Voilà. Grâce à des gens qui ont des cas de conscience pour des jeunes qui passent leur journée à voler, mais bref, on s'est penché sur le sujet. Les policiers n'ont plus qu'à retirer les menottes des 3 adolescents et à les laisser repartir après une sévère mise en garde. Bon, allez, ces messieurs sont libres. Non. Un par un. Hé, regarde-moi bien. La sortie, là-bas, dehors. Salida. Tout droit. Abattue, l'équipe de l'UAR sait pourtant qu'elle ne doit pas renoncer et qu'il lui faut repartir sur le terrain. Mais le travail des policiers ne se termine pas toujours par une remise en liberté des délinquants. Face à la difficulté de réaliser des flagrants délits ou d'obtenir des plaintes des victimes, ils savent qu'ils peuvent parfois compter sur un autre moyen pour coincer les agresseurs. Ce moyen, c'est l'instant où les voleurs tentent de vendre leurs marchandises à des receleurs. Des interventions qui peuvent souvent se révéler payantes. Nous retrouvons quelques jours plus tard nos policiers à la station Châtelet. Aux abords d'une galerie commerciale, des petits groupes d'individus semblent flâner sans but précis. Celui qui a la capuche en fourrure avec les bottes, les bottines marron clair là. Il regarde toujours par ici en plus. L'individu dont parle le policier appartient à un groupe de receleurs, des fourgues dans le jargon policier. Disséminés dans la galerie commerciale, ces receleurs attendent que des pickpockets ou des voleurs à l'arraché viennent à eux pour leur vendre leur téléphone portable dérobé quelques heures plus tôt dans le métro. La plupart d'entre eux sont postés devant des photomatons, un point stratégique où les fournisseurs de marchandises savent qu'ils peuvent les trouver. C'est le carnaval des fourgues. Exactement, tout ce que tu as vu là, derrière aussi là, au niveau de l'escalier, qui descend, ça en est aussi. Les policiers ne peuvent intervenir qu'en flagrant délit de transaction. Mais ce jour-là, l'équipe de la BRF a été repérée. En quelques secondes, les receleurs se sont éparpillés et ont disparu. Mais une station plus loin, dans les sous-sols de la gare du Nord, les policiers vont surprendre le manège de 3 jeunes qui s'approchent d'un receleur pour lui proposer un téléphone portable. Ils sont immédiatement interpellés et contrôlés. Les policiers sont persuadés que l'un des 2 téléphones retrouvés sur l'adolescent au blouson de cuir est un appareil volé que les jeunes s'apprêtaient à revendre à un receleur. Les suspects sont conduits au commissariat, mais les fonctionnaires ne sont pas au bout de leur surprise. Très vite, ils vont découvrir que les suspects pourraient être impliqués de façon beaucoup plus grave dans cette affaire de vol.
Il s'avère que le téléphone qui a été retrouvé sur eux provenait d'un vol un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Ils étaient 4 individus armés de gazeuses et de couteaux. Ils ont dépouillé un petit jeune qu'on a pu réussir à contacter en fait via le numéro qui était affiché sur son téléphone. Le numéro de son domicile était affiché, donc on a pu prendre contact avec la victime comme ça qui était au commissariat de Garges-Sarcelles pour un dépôt de plainte. Les agents de la brigade des réseaux ferrés doivent s'assurer que leurs suspects sont bien ceux qui ont volé le téléphone portable. En attendant, les 3 jeunes n'ont aucune idée de ce que les policiers leur reprochent. Ils pensent juste être l'objet d'un simple contrôle au commissariat et n'imaginent pas qu'ils sont soupçonnés d'un vol avec violence, commis avec arme. Les adolescents jouent les gros bras sans avoir la moindre idée de ce qui les attend. Qu'est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ou pas? Non, on ne sait pas. On n'a rien fait. Pendant ce temps, l'un des policiers prépare un rapport précis relatant les circonstances de l'interpellation qui doit déboucher sur le déclenchement de la garde à vue des 3 suspects. Nous, voilà, on va expliquer dans quel contexte on les a interpellés, pourquoi, qu'est-ce qui nous a amené à faire ça. Et ensuite, ce sera le démarrage de la procédure par rapport à la victime qui a été gazée et menacée avec un couteau. Et vous, votre travail s'arrête là? Alors nous, après, à ce niveau-là, on a interpellé les individus, on a récupéré la victime. Après, c'est le judiciaire qui prend la suite, qui fera ce qu'on appelle un tapissage, donc une présentation des individus interpellés à la victime pour qu'elle les reconnaisse formellement. Quelques heures plus tard, les 3 individus seront identifiés par la victime. Pour les suspects, c'est une nouvelle étape qui commence. Ils doivent se débarrasser de leurs lacets de jogging et de leur ceinture. Après 12 heures de garde à vue, les adolescents finiront par avouer être les auteurs du vol avec violence. Cette fois, les efforts des policiers ont payé. Déférés au parquet, les 3 mineurs risquent une peine de 7 ans de prison ferme. Mais il n'y a pas que dans les sous-sols du métro que les atteintes contre les personnes sont en augmentation. Avec 4500 véhicules qui circulent chaque jour sur Paris et la banlieue, sur près de 4000 km de lignes, le réseau des autobus couvre un immense territoire.